Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Tristan Rodriguez, vice-président du groupe Kramer, entreprise française de céramique, de robinetterie. On va parler réindustrialisation et décarbonation dans une minute. Pour le débat de ce Smart Impact, c'est un binôme de la communauté Les Entreprises s'engagent, que je vais vous présenter avec les exemples de Lidl et de Saint-Gobain. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va parler géothermie, la géothermie proposée par Celsius Energy. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Tristan Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le vice-président du groupe Kramer qui faisait partie des 124 entreprises choisies pour participer à la grande exposition du Made in France qui était organisée à l'Élysée. C'était au mois de juillet dernier. Bravo. Merci. C'était quoi, une forme de consécration? Vous l'avez ressenti comme ça? Tout à fait, de valorisation aussi de savoir-faire de la part de savoir-faire de nos équipes, puisque, comment dirais-je, on a un savoir-faire qui est assez large sur la robinetterie et la céramique. Et le fait d'avoir été sélectionné par la présidence de la République pour ce bel événement, c'était effectivement une source de, une forme de consécration pour nous. Quel produit vous avez exposé quand on se dit on est à l'Élysée, c'est la première, peut-être la dernière fois? Qu'est-ce que vous avez décidé de montrer? Écoutez, vous aviez de tout, de la boîte de sardines jusqu'au vélo, en passant par le bateau, beaucoup de choses, beaucoup de savoir-faire. Tout ce qu'on produit en France. Tout à fait. Nous, on a présenté effectivement donc un ensemble de robinetterie et de céramique qui valorise nos savoir-faire dans cette industrie. Produire en France, c'est le thème principal, on va dire, de cette interview. En quoi c'est un défi aujourd'hui? Un défi, puisque, un défi qui ne date pas d'hier, puisque, ça fait depuis les années 70 qu'on subit une sorte de cycle de désindustrialisation de la France. C'est quand même plus de 2,5 millions d'emplois qui ont été supprimés depuis les années 70. Et, les entreprises françaises que nous représentons n'ont pas attendu le Covid, si vous voulez, pour produire en France et essayer d'innover, pour essayer d'être le plus compétitif sur nos marchés. Mais une entreprise comme la vôtre, elle pourrait produire plus loin, beaucoup plus loin? Ça lui coûterait beaucoup moins cher? Bien sûr, on peut avoir cette logique-là. Il est impossible de se passer de production, par exemple, asiatique à 100%, mais on essaye au maximum de fabriquer en France et c'est ce qu'on prouve au quotidien, qu'on peut fabriquer en France et être productif en France et surtout compétitif. Pour un groupe comme le vôtre, Kramer, ce qui vient de, justement, comme vous dites, il y a certains produits qu'on ne peut pas produire en France, c'est ça? Bien sûr, ne serait-ce que par le problème de prix, en fait, si vous voulez, puisque la tarification en vigueur sur nos marchés ne peut pas faire du 100% made in France, mais vous êtes à quel pourcentage aujourd'hui? Aujourd'hui, on affirme du 90 et plus aujourd'hui. C'est notre fierté et justement d'être compétitif sur nos marchés avec ce taux-là. Tout à fait. Réindustrialisation, c'est vraiment l'objectif affiché depuis plusieurs années et accéléré, on va dire, après à la fois la crise Covid et la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Avec évidemment une importance du soutien de l'État, du soutien des collectivités locales. Ça passe par quoi pour vous? Bien sûr. Des subventions, des aides à l'investissement, des réglementations simplifiées? Qu'est-ce qui vous semble important? Je pense que ce qui est le plus important dans le sujet de la réindustrialisation de la France, c'est vraiment partir des territoires. Qu'est-ce que c'est? C'est que nos entreprises françaises doivent tisser un lien, un maillage industriel et économique autour de leur savoir-faire. Je dis souvent que les sociétés doivent sortir un petit peu de leur mur et puis aller tisser des liens politiques avec les organismes économiques du secteur, de leur territoire, et ensuite de créer des écosystèmes au niveau national qui permettent justement de connecter l'ensemble de ces écosystèmes et de ces entreprises pour essayer justement d'avoir un maillage le plus fin possible sur la France. Alors, si on parle, donc vous dites le plus important, c'est l'enjeu territorial. Donc, on va prendre votre exemple. Vous êtes basé où et quel lien vous avez tissé justement dans le territoire? Bien sûr. Alors nous, le groupe Kramer, on est sur une part grand est de la France, puisqu'on est on a deux marques aujourd'hui qui sont Kramer et Aurus, renforcées par 3 sites de production, que un est dans la Meuse, notre site historique, un deuxième à Aubernais qui représente notre marque Aurus, qui est labellisée entreprise du patrimoine vivant, d'ailleurs qui a été une des sociétés sélectionnées pour participer à l'événement de l'Élysée, et la troisième qui est
usine historique, ex-usine historique de Jacob de Lafont, que nous avons sauvé justement de la fermeture il y a peu, depuis 2021. Exactement, donc on est présent vraiment sur la partie céramique. Grand Est. Alors ça veut dire quoi concrètement? La région, les départements vous aident vous voyez, quand vous dites on doit tisser un écosystème, ça passe par quoi? Je vais vous donner un exemple concret. Je vous dis en préambule, enfin juste avant qu'on a sauvé une société qui était menacée de fermeture, qui est l'ex-usine, le site historique de Jacob de Lafont dans le Jura. Et on a prouvé que, bien sûr, on était porteur d'un projet. Donc cette usine, pour la petite histoire, fabrique de la céramique sanitaire, un savoir-faire ancestral qui date de 1899 tout de même. Donc il y a plus de 5 générations sur site. Bon, voilà où on a posé le contexte. Et qu'est-ce qu'on a réussi à faire? C'est qu'on était porteur d'un projet pour sauver cette entreprise et lui permettre d'évoluer encore dans le marché. On a pu, à la fois renforcer nos liens avec la région, puisque la région nous a aidés. On a prouvé qu'on a pu mettre autour de la table la région, les pouvoirs donc publics, politiques, les syndicats, la CFE-CGC, en la personne de François Oméril, que je salue, jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisqu'on a informé, les salariés avaient informé de la fermeture, à l'époque, le Premier ministre de l'époque qui était Jean Castex, et jusqu'au président de la République. Donc pour montrer qu'il est possible, en partant des territoires, de mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir justement formaliser des projets industriels. Qu'est-ce qui vous manque encore pour lutter à armes égales contre des concurrents étrangers? Je pense que c'est de prendre conscience aussi au niveau environnemental. Alors la RSE est un superbe sujet. On parle de FDES aussi, qui permettent aussi d'avoir un passeport écologique de nos produits et de les mettre, on va dire, face à la concurrence étrangère, où effectivement il y a de la concurrence. Il y a moins d'exigences en la matière. Il y a beaucoup moins d'exigences et pour avoir visité des usines pas très loin de l'Europe, je peux vous assurer qu'il y a certains salariés qui travaillent en tongs, qui ont des conditions de travail très, très compliquées, des salaires très bas. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir prendre conscience de ça, d'avoir beaucoup de transparence sur les produits et de permettre justement au client final de faire son propre choix. En fait. Est-ce qu'on peut lier les deux? C'est-à-dire, je disais réindustrialisation, décarbonation. La réindustrialisation, c'est un levier de RSE aussi? Bien sûr. Alors, c'est sûr que si on se dit on veut la même industrie que dans les années 70, c'est perdu d'avance. Bah oui, si on construit de nouvelles usines, c'est pas pour les faire pareil. C'est très compliqué, mais au contraire, je pense que les sociétés françaises, et on a la chance d'en représenter sur le marché sanitaire et sur le marché de la céramique et robinetterie, on est capable de prouver qu'il est également possible de proposer des produits à faible émission de carbone et avec des solutions toujours plus innovantes en termes de fabrication pour pouvoir justement... On peut donner des exemples. Comment vous avez fait améliorer le bilan carbone de vos entreprises, de votre groupe? Écoutez, ça passe déjà par le processus de fabrication, dans l'éco-responsabilité même du produit, l'éco-conception de nos produits. Faut savoir que, par exemple, je donne l'exemple de la jurassienne de céramique, donc où nous fabriquons notre céramique. Faut savoir que tous les produits sont, par exemple, quand nous faisons nos moules en plâtre, les moules en plâtre sont récupérés après utilisation au bout de X utilisations. On est capable de récupérer également les rebuts, remettre ce rebut justement dans la matière première qui nous permet de construire, de reproposer des produits neufs à nos clients. Donc vous avez mis de la circularité dans l'économie votre circulaire, processus. c'est ça. Et jusqu'à, même sur de la robinetterie, on accompagne tout le processus, tout le processus de fabrication et la vie du produit jusqu'à remettre en état des produits qui ont 10 ans d'existence et qui sont sur le marché et qu'on arrive à remettre en état avec les pièces détachées, du traitement de surface, etc. On lit souvent des engagements zéro plastique aussi. Alors, oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous êtes aussi dans cet engagement-là, mais qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise comme la vôtre? Le zéro plastique, c'est une composante, si vous voulez, une toute petite composante de notre action RSE, mais effectivement, on essaye de réduire au maximum notre émission carbone, puisqu'on a fait... C'est quoi, sur les emballages, par exemple? Les emballages de pièces détachées, effectivement, et effectivement, même le packaging, aujourd'hui, a son rôle à jouer en termes d'éco-responsabilité. Ouais, tout à fait. Quand on parle d'éco-conception des produits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les nouveaux produits que vous sortez, ils passent forcément par ce crible-là, par ce tamis-là? Bien sûr, et puis vous avez aussi l'aspect normatif qui est extrêmement important. Je vous parlais tout à l'heure des FDES, qui est le passeport environnemental du produit que nous mettons à disposition. Et c'est une transparence. Si vous voulez,
toute cette démarche doit reposer sur la transparence et sur, comment dirais-je, le parcours et le cycle de vie justement du produit dans sa globalité. Vous travaillez aussi sur la logistique, la chaîne d'approvisionnement ? Bien sûr, tout à fait, ouais, tout à Alors fait. comment vous avez amélioré le bilan carbone de cette déjà, sur la partie céramique, on est totalement autonome, c'est-à-dire qu'on reçoit notre kaolin, notre feldspath et nos matières premières, et tout est réalisé sur site. Donc on recherche l'autonomie totale sur nos sites de production, ça c'est un premier point. Ouais. Bien sûr, nos sous-traitants sont forcément au minimum européenne, c'est-à-dire qu'on essaie bien sûr d'être en France, mais on a aussi l'industrie qu'on mérite et on est obligé parfois d'aller en Italie, en Espagne, au Portugal pour pouvoir continuer à proposer certains produits spécifiques. Donc voilà, aujourd'hui, le groupe affiche un bilan carbone de moins de 10 000 tonnes de CO2 au niveau global, en fait, c'est moins de 10 000 tonnes de CO2 émises par... Et ça veut dire que ça, vous l'avez nettement amélioré depuis, alors je ne sais pas si vous aviez une année de référence, mais cet empilement-là d'actions de décarbonation, vous étiez à quoi, 15 000 par an, 20 000 par an ? Écoutez, en 2021, depuis 2021, on a baissé notre émission de CO2 de 2000 tonnes de CO2 par an. Donc c'est en moyenne de 2000 tonnes de CO2 par an. On essaye bien sûr d'arriver à la neutralité carbone avec un maximum d'énergie, et nos salariés, nos employés qui ont un savoir-faire extraordinaire et qui sont des techniciens hors pair justement pour étudier ces questions. Merci beaucoup Tristan Rodriguez. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Les entreprises s'engagent. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Smart Impact, partenaire, des entreprises s'engagent, la communauté des entreprises engagées pour une société inclusive et un monde durable. Voilà, on reçoit chaque mois un binôme différent. Et je vous présente Laetitia de Montgolfier. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice exécutive RH de Lidl. Et Jean-Philippe Lacharme, bonjour et bienvenue, le directeur général de Saint-Gobain Développement. Lidl qui a rejoint la communauté des entreprises engagées, je crois que c'était au mois de mars dernier. Exactement. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, ça représente pour nous une manière finalement d'affirmer nos engagements, d'une part, de s'engager dans une forme de transformation sociale et de continuer à agir sur l'inclusion et la diversité. Et vous le faisiez déjà avant. Donc oui, mais là, ça confirme notre engagement, ça permet de le rendre peut-être un peu plus visible. Et enfin, ça renforce le lien État-entreprise et ça nous tient à cœur. Oui, parce que effectivement, les entreprises s'engagent, ça a été lancé, c'est une initiative gouvernementale pilotée par plusieurs ministères. Jean-Philippe Lacharme, c'est 70 000 entreprises, je crois, plus de 70 000 entreprises qui ont intégré la communauté. Est-ce que c'est un mouvement de fond qui rejoint celui des entreprises à mission? C'est vrai qu'on reçoit ici, moi j'ai reçu ici beaucoup d'entreprises qui avaient défini leur raison d'être ou qui étaient devenues entreprises à mission dans le cadre de la loi Pacte. Est-ce que ça se rejoint pour vous? Nous, ce que nous considérons, en tout cas chez Saint-Gobain, c'est que toute initiative visant à rapprocher le monde de l'entreprise de l'État et du monde des associations va dans le bon sens. Et en particulier quand il s'agit d'initiatives d'intérêt général visant à améliorer l'environnement et à favoriser la diversité, on répond présent. Ouais. Mais est-ce que d'une certaine façon, les entreprises ne font pas le job de l'État parfois? Vous voyez ce que je veux dire? L'entreprise, c'est le lieu de l'action. Oui. C'est l'endroit où on a les moyens de faire quelque chose. Et moi, je dis souvent ça aux jeunes qui nous rejoignent. Je leur dis, mais si vous voulez donner vie à vos idées, si vous voulez donner force et vigueur à vos engagements, rejoignez-nous. Parce que vous aurez les moyens d'agir, vous aurez les moyens de peser sur les choses. On va détailler vos actions. Laetitia de Montgolfier, avec un engagement en faveur des jeunes, on va commencer par ça. De quel programme on parle? Alors, on parle de 1100 jeunes en alternance, de 6000 étudiants en CDI sur des contrats de 7 heures, 10 heures ou 14 heures par semaine, et des opportunités d'emploi dans l'entreprise et surtout de développement. On a des programmes de formation et d'accompagnement tout au long du parcours. On a 90% de nos managers qui sont issus de l'interne. Ouais. En quoi c'est un engagement? Parce qu'on pourrait dire, oui, c'est un processus de recrutement classique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est un engagement fort parce que déjà, les jeunes sont nos clients ou leurs parents sont nos clients, d'une part. Ensuite, c'est un engagement parce que c'est une part importante de nos salariés et c'est important pour nous de le véhiculer. Parce qu'un de nos piliers RH, c'est donner sa chance et on a la chance de pouvoir intégrer tout type de profil. On n'a pas de prérequis en termes de diplôme ou d'expérience. Donc, ça nous permet d'avoir une large
large diversité et richesse de profils. Est-ce que on a beaucoup parlé de précarité de la jeunesse et notamment de la jeunesse étudiante. Est-ce que vous l'avez ressenti s'aggraver depuis 2 ou 3 ans? Et finalement, vous vous dites, on joue un rôle pour améliorer le quotidien de certains de ces jeunes. C'est difficile de dire si on l'a ressenti, puisque les jeunes qui nous rejoignent, effectivement, ont un contrat chez nous, en CDI, et choisissent finalement d'ajuster leur temps de travail par rapport à leurs études. Après, évidemment, on le ressent parmi nos clients, nos consommateurs. Là, et on essaye d'agir par... on a un programme de fidélisation qui s'appelle Lidl Plus. On essaye d'agir sur notre positionnement prix et sur les coups de pouce qu'on peut donner via Lidl Plus. Côté Saint-Gobain, Jean-Philippe Lacharme, il y a ce programme Agir durablement. Oui. De quoi on parle? Agir durablement, c'est le programme d'engagement des salariés. C'est-à-dire, nous, on considère que si on veut œuvrer donc, dans les 2 domaines que nous avons cités, diversité, inclusion, environnement, c'est très important que la direction générale montre l'exemple. Mais ça ne suffit pas. Si on veut vraiment avoir un impact, il faut compter en fait sur toutes les bonnes volontés. Alors nous, de 38 000 salariés du groupe Saint-Gobain en France, donc on leur donne l'occasion de mener des initiatives. Et lorsque ces initiatives s'assemblent les unes aux autres, ça fait de grosses actions. Ça a été lancé il y a 2 ans, c'est ça? Ça a été lancé il y a 2 ans. Quel bilan vous en faites aujourd'hui? Eh bien écoutez, nous avons, je crois pouvoir dire, qu'il y a une vraie dynamique à l'œuvre. Nous avons, alors c'est toute une organisation avec des ambassadeurs, Agir durablement, des points de référence qui vont porter donc cette parole, qui vont susciter dans leur périmètre immédiat, dans leur entourage, des actions, des engagements, des initiatives. Donc c'est tout un mouvement de fond que nous sommes très fiers d'avoir réussi à créer. Est-ce que vous avez des exemples d'actions comme ça? Parce que j'imagine que ça doit être assez... disparate, d'une certaine façon, si ça dépend des initiatives, des idées, des volontés de chacun. Alors, c'est un petit peu cadré. Je m'en doute. Imaginez bien que c'est un peu cadré, donc on a un certain nombre de piliers. Mais vous parliez d'initiatives, typiquement, tout salarié du groupe Saint-Gobain en France peut, s'il le souhaite, proposer une initiative, alors dans un budget compris entre 0 et 10 000 euros. Cette initiative remonte à un comité de sélection, et si ce comité de sélection l'adoube ou l'accepte, cette initiative est financée. Alors ça peut être des choses toutes bêtes, comme remplacer des tondeuses à gazon par des moutons, ça peut être l'installation de panneaux solaires à un endroit où on n'avait pas forcément pensé à le faire, etc. Donc c'est des idées très concrètes que seules les personnes qui vivent dans leur site ou dans leurs agences sur le terrain peuvent avoir. Et nous donnons vie à cela. Et vraiment pour améliorer, enfin ça touche les sites de Saint-Gobain. Ce ne sont pas des initiatives vers l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas où est-ce qu'il y a des liens aussi avec un monde associatif, avec... Est-ce que ça peut être aussi ce cas? Nous avons un volet solidarité, où effectivement nous avons un de nos piliers qui est engagé pour la rénovation énergétique et la solidarité, où nous sommes en relation avec des associations qui luttent contre les situations précaires des personnes qui sont mal logées. Et donc nous développons par exemple un programme de mécénat de compétences diffus, c'est-à-dire tout salarié de Saint-Gobain peut, s'il ou elle le souhaite, bénéficier de 2 jours de mécénat de compétences payés par l'employeur pour agir auprès d'une association de son choix. Alors il y a d'autres engagements au sein de Lidl, Laetitia de Montgolfier, par exemple pour la parité avec un programme de leadership au féminin. C'est quoi ça? De quoi on C'est parle? un programme qui s'appelle Lidler, que nous avons lancé en 2021 et qui nous permet d'engager des actions autour du coaching, de l'accompagnement sur le développement des compétences pour un public féminin. Et on a aussi lancé un podcast qui s'appelle Lidl avec elle, qui nous permet de communiquer, de partager des témoignages de femmes inspirantes et de faire parler tout simplement nos futures femmes leaders. Alors justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de femmes à des postes de direction? On a aujourd'hui 63% de femmes dans notre effectif, 55% de nos managers sont des femmes. Mais au niveau dirigeant, on a encore besoin d'augmenter l'effectif ou la part de femmes au sein des fonctions dirigeantes. Ces questions de parité, d'inclusion, Jean-Philippe Lacharme, est-ce que ce n'est pas devenu un prérequis pour un groupe pas seulement pour un groupe de la taille de Saint-Gobain, c'est vrai aussi pour toute entreprise, mais particulièrement pour un groupe aussi important que Saint-Gobain? Alors, en matière de diversité et d'inclusion, cette question de parité, bien sûr, c'est un prérequis. Et ça présente l'avantage d'être mesurable.
En revanche, il y a des tas d'autres domaines touchant notamment à la diversité, où il faut aussi faire des choses, même si c'est moins mesurable. Et dans notre programme Agir durablement, bien, nous avons un certain nombre d'actions, évidemment en faveur de la parité, pour que l'égalité entre les femmes et les hommes soit réellement une réalité dans les faits, et on n'y est pas encore. Mais également pour les générations, également pour les personnes éloignées de l'emploi, également pour la communauté LGBT+. Nous travaillons à des actions d'inclusion vis-à-vis de toutes ces communautés de personnes. Quand vous dites c'est plus difficilement mesurable quand on parle de diversité, parce que par exemple en France il n'y a pas de statistiques ethniques, c'est interdit, donc c'est un peu plus compliqué de pratiquer cette diversité que dans d'autres pays. Comment vous mesurez les générations? Les gens qui disent on est senior à partir de 45, 50, 55, on n'est déjà pas d'accord sur les définitions. Vous pouvez repousser encore un peu. Comment là, vous définissez quelqu'un appartenant à une population éloignée de l'emploi? C'est pas très facile à mesurer, mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il faut faire quelque chose. Donc nous, on s'oriente sur l'action, en disant faisons des choses, déployons des initiatives, mettons-nous en cheville, en relation avec le monde associatif qui est merveilleux de ce point de vue-là, aidons-les à la mesure de nos moyens, agissons d'abord, mesurons ensuite. Ok, d'accord. Puisqu'on parle d'inclusion, il y a des actions aussi en faveur des personnes en situation de handicap chez Lidl? Oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, on communique autour du handicap. Nous avons 46 000 salariés, 1600 supermarchés, 25 plateformes logistiques. C'est important pour nous de faire passer le message en indiquant que nous recrutons et nous sommes favorables à la reconnaissance des personnes en situation de handicap. On a un accord handicap qu'on est en train de renégocier et qui nous a permis, sur le précédent en 3 ans, de multiplier par 2 le nombre de personnes reconnues avec une RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et on communique et on continue, c'est perpétuel. On a participé à l'opération DUOD dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et nous avons eu 696 duos sur cette journée, qui fait de nous la plus grosse entreprise privée, enfin l'entreprise privée avec le nombre de duos le plus important. C'est quoi? C'est un changement de regard, puisqu'on parle de RH, là aussi, de grille d'analyse quand on est dans une phase de recrutement? Alors, c'est pas uniquement sur la phase du recrutement, c'est finalement toute personne avec un handicap. L'objectif, c'est qu'elle se sente à l'aise pour aller le déclarer. Donc, ça passe du recrutement à l'intégration, au management au quotidien, à la sensibilisation de l'équipe. Donc, c'est vraiment tout le parcours au sein de l'entreprise qu'on doit accompagner pour rendre possible ou rendre à l'aise chacun avec son handicap. Le temps a filé très vite, il nous reste moins d'1 minute 30. Un mot du programme Mobilité Verte, qu'est-ce que vous proposez chez Saint-Gobain? Écoutez, on propose toute une série de choses. On propose des vélos de location pour se rendre au travail en vélo, ça c'est vertueux. On propose donc un partenariat avec une entreprise de covoiturage qui permet de faire la même chose, mais en covoiturage. Et puis bien sûr, on applique les directives de la Convention citoyenne pour le climat en interdisant les déplacements en avion lorsqu'ils peuvent être effectués par des équivalents en train. Pour des trajets inférieurs à 4 heures, bien sûr. Et puis, bien sûr, nous mettons en place une politique de mobilité verte, etc. Enfin, nous sommes très engagés sur ce point. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart pour découvrir aussi un nouveau binôme de la communauté. Les entreprises s'engagent. C'est l'heure de notre rubrique Start-up. On va parler de géothermie tout de suite. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Cindy Demichel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondatrice, présidente de Celsius Énergie. Vous l'avez créée avec Mathieu Simon et Sylvain Thierry, avec un point commun important, c'était quoi? On était tous les trois donc employés ingénieurs au sein de Schlumberger, qui s'appelle maintenant SLB. Oui. Et puis on voyait cette urgence climatique, un énorme problème, et toutes les solutions technologiques qui étaient développées par ce grand groupe, et on a voulu les mettre en commun pour avoir un impact sur l'énergie et sur le bas carbone. Alors, Celsius Énergie, on parle de quoi? De géothermie, c'est ça? On parle de géothermie à l'échelle d'un bâtiment. Donc, vraiment, un bâtiment, il est posé sur du sol, un peu partout, normalement, si tout va bien. Et dans ce sol, on a des calories. Et l'idée, c'est d'aller connecter ce bâtiment à sa batterie, sa propre batterie, d'aller chercher la chaleur pour le chauffer bas carbone et le refroidir durablement. Et quand on connecte ce bâtiment, on remplace le gaz par exemple par cette géoénergie ou géothermie, on va diviser par 4 l'énergie consommée et par 10 le carbone émis. Effectivement, il y a des ratios qui sont assez impressionnants.
Géothermie, géoénergie, c'est deux choses différentes? Alors la géothermie, elle peut prendre tout un tas de formes. Elle peut être électrogène. On peut aller, quand on a un volcan, on va faire tourner des turbines, faire de l'électricité. Donc c'est dans certains endroits dans le monde. Oui. Paris est la capitale mondiale pour la géothermie profonde. On va à 1800 mètres et on chauffe des quartiers, des villes entières. En allant quoi, récupérer de l'eau chaude en fait? De l'eau chaude, voilà. Ouais. On va récupérer de l'eau chaude et la rejeter. Donc là, on récupère 70 degrés. Donc on fait circuler ça dans des réseaux de chaleur. Et cette géoénergie ou géothermie de surface, elle regarde simplement les 200 mètres sous le bâtiment. Et cette fois-ci, on va coupler la petite chaleur, donc c'est 200 mètres, avec une pompe à chaleur. Et on va pouvoir faire du chaud en hiver et du froid en été. Et donc là, c'est pas de l'eau, c'est de la chaleur qu'on va de la récupérer, chaleur c'est ça. pure. Ça veut dire que, quelle que soit l'implantation d'un bâtiment, il y a forcément une solution? Alors, pas partout, seulement sur 97% du territoire en France, Oh bah ce alors, qui est pas mal. ça devrait Donc, aller. Et sur le territoire de l'Île-de-France, par exemple, on estime que dans la métropole du Grand Paris, 68% de la chaleur et du froid pourraient provenir de cette géothermie de surface. Quand vous créez Celsius Énergie, ça reste au sein du groupe, c'est une filiale, c'est ça aujourd'hui? Maintenant, c'est une filiale, oui, tout à fait, de SLB. Il y a quoi? Il y a une part d'innovation technologique. Comment vous l'avez créée en fait? Au tout début, il y a une mission climatique, essayer vraiment d'avoir un impact. Et ensuite, il y a en effet de connecter cette technologie avec cet impact voulu. Et donc, il y a des innovations. Et notamment, quand on regarde les bâtiments, 95% des bâtiments de 2030 ou de 2050 existent déjà aujourd'hui. Et donc, il va falloir adresser à la rénovation. Et une de nos innovations, c'est de pouvoir adresser cette rénovation avec une toute petite empreinte au sol. On va pouvoir faire des puits qui vont être déviés. Donc, on va aller chercher sous le bâtiment, mais à côté du bâtiment, faire des forages en étoile jusqu'à 200 mètres et aller chercher dans cette batterie avec 2 places de parking suffisantes par rapport au terrain de foot dont on a besoin aujourd'hui. Ça veut dire que vos clients potentiels, qui sont-ils? Alors aujourd'hui, on a fait des hôpitaux, des cliniques, des bureaux. On a fait le siège social d'Optique 2000. On est en train de faire aujourd'hui le plus grand projet de géoénergie en France, donc 400 000 m² dans le neuf. Et c'est surtout des gens qu'on va accompagner sur leur patrimoine, donc d'essayer de déployer ces solutions à l'échelle pour avoir un maximum d'impact. Ça peut être de la logistique, ça peut être des bureaux. Je pose vraiment des questions de béotien. Quand on a un système, on va dire, à l'ancienne, au gaz par exemple, il ne faut pas tout changer. On garde les mêmes canalisations. Enfin voilà, je préfère poser ces questions-là parce que je suis sûr qu'il y a une partie des téléspectateurs qui se la c'est posent. quasiment plug and play, c'est-à-dire qu'on a sa chaudière dans son local technique, dans la cave, et en gros, et tous nos radiateurs, on ne touche pas aux radiateurs, on ne touche pas à tout ça. Et en fait, on va enlever la chaudière au gaz, mettre une pompe à chaleur et la connecter à ces puits qui vont aller chercher dans le sous-sol cette énergie. Vous nous avez donné le bilan, on va dire, en termes d'impact carbone, etc. En termes d'économie sonnante et trébuchante, ça joue aussi? Absolument. Donc aujourd'hui, on l'a vu avec l'explosion des prix de l'énergie, il y a des gens qui ne pouvaient plus se chauffer, et notamment et puis aussi les collectivités. C'était le deuxième poste de dépenses. Et donc on a vu des piscines qui fermaient, enfin voilà, beaucoup un grand impact. Et quand on connecte ce bâtiment, qu'on remplace du gaz par cette géoénergie, on va diviser par 2, par 3 la facture. Ça veut dire que le retour sur investissement, il est Le retour sur relativement investissement, rapide. il va être entre 5 et 10 ans à peu près. D'accord. Donc il faut avoir cette vision-là. Et après, on peut également financer ces installations. Donc on n'a pas besoin de dépenser au départ et on va récupérer tout ça comme une voiture. Soit on l'achète directement, soit ce CAPEX-là, ce capital, on va l'étaler sur 5, 10, 20 ans. Avec évidemment un enjeu de souveraineté énergétique, puisqu'on est à 100% dans de l'énergie locale. Merci beaucoup Cindy de Michel et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous. Je voudrais remercier Marie Billat à la production et à la programmation, la réalisatrice Alice Pitali et Saïd Mamou qui s'occupait du son. Belle journée à toutes et à tous sur Bismart.